Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, on va dire. Pas vraiment le soir, mais on va dire ça comme ça. Merci, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Moi, vous, étudiants, on se voit au quotidien, mais ça fait plaisir d'avoir des gens de l'extérieur. De quoi? Ah non, je ne me lasse pas de vous, mais ça fait plaisir de voir d'autres têtes également. Aujourd'hui, je vous propose un talk que j'ai intitulé « Coder sans se noyer dans la complexité ». L'idée, ça va être de balayer des concepts autour du clean code. Avant cette conférence, je l'avais appelé clean code du point de vue de la cognition. Donc, on va voir certains aspects de ça veut dire quoi la charge cognitive, ça veut dire quoi la charge cognitive, la charge mentale quand on va lire du code, etc., etc. Et tout ça dans un monde où il y a de plus en plus de code qui est généré par IA. OK ? Mon intention avec cette conf-là, je vais le mettre comme ça ce sera plus lisible pour moi, c'est surtout comprendre mutuellement comment fonctionne notre cerveau. Vous allez voir, il y a des feuilles qui ont été distribuées, il y a des stylos qui traînent parce qu'on va faire quelques petits tests. Comprendre comment fonctionne notre cerveau, partager avec vous des techniques et des pratiques qui nous permettent de devenir, on va dire, meilleurs à la fois sur la lecture et aussi l'écriture de code, de manière générale. J'allais dire de test, mais trop l'habitude de parler de test. L'écriture de code de manière générale. À main levée, qui a déjà entendu parler de clean code? Ouais. Normalement, vous avez, les étudiants, normalement, vous avez au moins entendu ça une fois, on va dire. Clean code, ouais. L'auteur, il parle quand même. L'auteur, ouais, il parle un peu trop, on va dire, de manière générale. Clean code, bouquin de Uncle Bob, Robert T. Martin. Je pense qu'il a été publié en 2008 de mémoire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, on va dire qu'il est très clivant maintenant. Il a mis à l'époque, dans son livre, certaines pratiques, pratiques d'ingénierie, on va dire, qui ont été à l'époque reconnues comme des bonnes pratiques. J'aime pas du tout le terme de bonnes pratiques, mais c'est comme ça qu'il le vend, on va dire. Donc des bonnes pratiques de développement sur la manière de indenter du code, commenter, nommer les choses, etc., etc. Pas mal de catégories dans le livre. On va dire qu'à l'heure actuelle, c'est toujours d'actualité les patterns et les principes qui ont pu être émis à l'intérieur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de clean code. Pas forcément de clean code, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et j'ai à cœur de vous partager surtout les aspects cognition. Alors j'ai mis une définition ici très pompeuse. Je ne savais pas trop comment le définir, donc c'est plus intéressant de mettre une définition qui traîne sur Internet. Ça n'a pas été généré par une IA, enfin je ne pense pas. C'est la définition que vous retrouverez sur Wikipédia. D'ailleurs, elle est bien meilleure en anglais qu'en français, pour le coup. La cognition, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance, qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception. Ouais, c'est un peu vaste comme définition. On va dire que je vous invite à garder cette définition en tête pour ce qui arrive par la suite. En gros, mémoire, langage, raisonnement, apprentissage. Ce que vous allez voir, j'ai tiré, c'est pas moi le scientifique, hein, je suis qu'un simple lecteur, on va dire. J'ai tiré une grande partie de ce que vous allez voir d'un livre qui s'appelle The Programmer's Brain. À main levée, il y a quelqu'un qui l'a déjà lu? Adrien, toi je savais? Ouais. Ok, 2 personnes dans la salle. Donc ça a été écrit par une chercheuse qui s'appelle Feline Hermans. Ça a été publié en 2021. Bon, c'est quand même assez récent. Elle est professeure à l'Institut avancé de Computer Science. Je ne vais pas le traduire en français, je ne sais pas comment on le traduirait. À l'Institut de Leiden, donc c'est aux Pays-Bas. Dans son livre, justement, elle s'est penchée sur toutes les études qui ont été faites à travers la planète, enfin en tout cas un max d'études qui ont été faites à travers la planète sur c'est quoi la cognition et c'est quoi la cognition dans le domaine du développement logiciel. Il y a énormément de travaux qui sont faits, vous allez voir, c'est assez surprenant depuis l'avènement des ordinateurs, depuis l'avènement de l'informatique de manière générale. Il y a des études scientifiques qui sont faites sur le sujet. Non, que c'est des bruits de couloir. Qui sont faites sur le sujet. Et en gros, elle a sorti un livre qui fait de la vulgarisation scientifique. Donc il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans son bouquin. On va en toucher du doigt une certaine partie. Il y a plein de choses dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais je vous invite réellement à regarder ou soit à lire son bouquin, soit à regarder ses vidéos. Elle en publie assez régulièrement. Lecture de code. Je vais commencer par ça.
Mais avant tout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être de faire toucher du doigt la réalité de nos limites cognitives. En quoi on est limité en tant qu'être humain, hein. On a tous des limites, plus ou moins limitées ou limitantes, on va dire. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un morceau de code sous les yeux. Vous allez avoir 3 minutes pour lire ce morceau de code. Juste le lire, hein. Vous n'avez pas le droit de prendre des notes ou quoi que ce soit. Et ensuite, je vous demanderai de reproduire le morceau de code que vous aurez eu à l'écran sur un petit bout de papier. OK ? Et on va voir qui s'en sort le mieux. On va faire un concours. On n'aura pas le temps de tout voir, mais je demanderai à certains volontaires de venir présenter leurs résultats. Donc je vous invite à vous équiper si ce n'est pas déjà le cas. Une feuille de papier, un crayon, stylo. Vous pouvez faire tourner les stylos, s'il vous plaît ? Il y a Titouan qui est en train de le faire en fond. Non. Ah là, j'ai pas eu le temps. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Alors allez-y, une feuille, un stylo, un crayon, peu importe, un feutre. Ça va? Tout le monde a un stylo, un crayon, un minima, une feuille? OK. Petite expérimentation. Donc vous vous souvenez, on regarde juste dans cette première itération, je vous laisse 3 minutes pour regarder ce morceau de code et au bout des 3 minutes, je vous demanderai de recopier ce que vous avez en mémoire, ce que vous avez pu découvrir dans ce morceau de code-là. OK? C'est parti maintenant. Non, ça va, je sais pas. Vous le faites? Ouais, mais il faut retenir aussi ça. Hein. Celui qui arrive à le faire parfaitement. C'est facile, non? Pour ça, je dis, non. Je pense que pour le coup, un petit tour à coder, ça ferait pas de mal. En fait, en .NET, on a des outils où ça va drôlement bien pour faire ça. Ah, ça c'est sûr. Imaginez qu'on est en très bas niveau, là. On est en C, voire en assembleur. On veut recoder ça. En Rust. OK, je vous laisse encore 10 secondes. Et après, vous pouvez vous lancer. OK, c'est parti. À vos stylos. Ah, vas-y, marque ce que tu as pu retenir et puis on verra. Ah, vous avez divisé votre mémoire là-haut? Alors faites-le en silence dans ce cas-là. Ne vous parlez pas. Faites-le comme si vous étiez tout seul. Vous n'avez pas le droit de communiquer, OK? C'était une bonne stratégie de se diviser la mémoire, hein, potentiellement ligne par ligne ou autre.
avez réussi? Ouais. Coefficient 12. C'est la moitié de votre note de l'année. Pour ceux qui sont absents. Vous n'avez rien retenu? Vous avez le cerveau trop jeune? Exactement. Ah, il y a quelqu'un qui nous ramène un bac Booker. C'est pour moi? C'est le lot. Ok, je vous laisse 1 minute pour essayer de terminer. Ah, si. On est dans un temps contraint là. Ouais. C'est écrit dans le nom de la méthode et c'est ce qu'on cherche à produire à la fin. Le reste. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me présenter son résultat? Je peux en prendre un? Ouais. Ok, pas mal. Je vais remettre le morceau de code à l'écran. Hop. Là, du coup, public insertion sort, public static void, tu l'as barré, mais tu étais presque là. Main, public int. Ah, je peux le mettre là en plus. Ouais, on n'est pas si mal que ça sur les premières lignes. Hein. Val temp. Ah, il n'y a pas de val, c'est var en. Il a mis un val? Non. Il n'y a pas en Java. Il y a le val si tu mets du lombok. Il n'y a toujours pas le val, il y a le var par contre. Une autre personne qui voudrait présenter ce qu'il est ou elle a fait? Ça a été quand? Ouais, vas-y, viens. Ouais, mais c'est déjà ça. Ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Vous avez essayé de reproduire. Ça m'intéresse vraiment de voir pour... tac, je le mets là. Hop. Tac. Donc, public class insertion sort. Celle-là, elle est bonne. String array. Alors, c'était un int temp. Ok, jusque-là, on va dire. Qu'est-ce qui rend l'exercice difficile? L'algorithme. Donc on n'a pas le temps d'écrire. Ok, je te laisse 10 minutes de plus pour écrire. Je suis pas sûr que ça change beaucoup le résultat. Nom de variable à la con? Laquelle est un nom de variable à la con? Arrêt, TNP, les J et I qu'on ne sait pas dans quel sens ça incrémente, ça décrémente. Et puis la double boucle imbriquée sur le même tableau. Ouais, avec d'un côté et de l'autre, avec le moins. Ouais, vas-y. Si on ne connaît pas vraiment l'algorithme qu'il y a derrière, si on prend ça vraiment comme du code pur et qu'on essaie juste de le retenir, il n'y a pas vraiment de logique derrière. Les mots et les lettres qui suivent, c'est juste on va dire des caractères sans vraiment de suite logique. Là où pour retenir pour un cerveau, c'est plus compliqué. TLP, c'est du TLP, arrêt, JJ, c'est pas forcément des choses qu'on voit vraiment tous les jours. On a d'autres qui sont français, beaucoup en français, etc. En anglais, mais du coup, le fait que ce soit juste des lettres, entre guillemets, qui parlent de signification. Ouais. Très bon point. Je vous invite à garder ça en tête, du coup, ce qu'il vient de dire. Désolé, c'est quoi ton prénom? Quentin. Alors, je vous invite à garder ce que tu viens de dire, ce que Quentin vient de nous dire en tête, ça va être important pour la suite.
Je reviendrai sur ce que vous venez de vivre et on aura le temps d'en rediscuter après. Parce que j'aimerais juste aller sur les processus cognitifs qu'on utilise en réalité au quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on va avoir des stimuli extérieurs? Donc les stimuli, il y en a 1 million. Hein, on en a 1 million pas à la seconde limite. En gros, pour expliquer ce qui se passe dans notre cerveau de manière assez schématique, vous allez voir, je l'ai représenté de manière séquentielle, mais en réalité, tout se fait un petit peu en parallèle, on va dire. Donc notre cerveau, c'est ce truc un peu nébuleux au milieu qui est très moche, j'ai dessiné à la main. On va recevoir de l'information. Stimuli extérieur, ça peut être la vue, l'ouïe, ça peut être n'importe quel sens qui nous ramène de l'information. Cette information, elle va passer par un filtre. Une fois que cette information a été filtrée, il y a plein de mécanismes dans le filtrage, mais là, ce n'est pas le but d'en parler aujourd'hui. Une fois que cette information a été filtrée, elle entre dans notre cerveau, et là, ça va déclencher quoi? Ça va déclencher nos mémoires. On a différents types de mémoires, et dans nos mémoires, on a aussi d'autres types de mémoires. Bref, on va simplifier pour aujourd'hui. On va dire qu'une fois le premier filtre passé, ce filtre, il nous est utile en réalité pour éviter que chaque stimuli qu'on capte, allez, il y a un téléphone, ah, super, un téléphone, ça représente quoi, etc. Pour éviter que notre cerveau commence à traiter trop d'informations, à aller trop en détail sur plein de types d'informations différentes. Donc une fois que ça passe ce filtre, l'information elle va être captée par ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, vous pouvez la voir comme la RAM. Ici, on a tous fait un peu d'informatique, je pense. Donc on peut vraiment voir ça comme une RAM. Cette RAM, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à retenir brièvement des informations entrantes. D'où la petite limite que vous avez pu avoir et qu'on a tous en lisant du code. C'est l'exercice qu'on vient de faire là. Donc c'est vraiment un stockage temporaire d'informations. On va voir que comme toute RAM, ça a des limites. L'information, ouais, mes zigouigouis normalement c'est des numéros, mais mes zigouigouis à l'import dans Keynote, il y a des petits soucis. Une fois qu'elle est passée dans notre mémoire à court terme, en réalité, en parallèle de ça, il y a un truc qui s'active qui s'appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, vous pouvez le voir comme le processeur de votre cerveau, notre CPU. Donc c'est là où on va avoir ce qu'on appelle le mécanisme de pensée à proprement dit. Et notre mémoire de travail, pour fonctionner, elle va prendre ce qu'il y a dans la mémoire à court terme, et fonction de ce qu'il y a dans la mémoire à court terme, en fait, elle va activer de la connaissance passée, qui est stockée, elle, dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme, notre disque dur interne. Okay? Dans la mémoire à long terme, je vois qu'il n'y a pas que ça qui a sauté, il y a aussi des textes qui dépassent. Dans notre mémoire à long terme, on peut stocker de l'information ad vitam aeternam en réalité. Du moment qu'on la fait travailler, normalement, on n'a pas trop de problème pour la stocker à vie. Donc de manière synthétique, de manière, on va dire, simplifiée, voilà ce qui se passe dans notre cerveau avec ces 3 types de mémoire. Ça va là-dessus? Quand on lit du code, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que vous avez vécu en réalité? Quand on lit du code, voilà, c'était un peu un cas extrême. Hein. Au quotidien, vous ne lisez pas du code pour le retenir. Hein. Mais on va dire que là, dans l'exercice, ce qui s'est passé, c'est que vous avez utilisé la mémoire à court terme pour stocker de l'information sur le code. Potentiellement, il y en a peut-être qui se sont plus souciés par les valeurs qui étaient dans le tableau initial, là, le truc qui était, on va dire, difficile à retenir. Je ne vais pas dire impossible, mais très difficile à retenir. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus concentrés sur la logique algorithmique, etc., etc. Dans tous les cas, vous avez mobilisé votre mémoire à court terme pour stocker l'information. Vous avez sûrement utilisé votre mémoire à long terme, et ça tombe bien pour à minima les étudiants de première année, c'est que vous avez été faire appel à votre mémoire à long terme pour aller récupérer de l'information sur ce que vous avez pu identifier dans le code. Dans le code, c'était du Java, vous êtes en plein dedans. Donc vous avez pu mobiliser votre mémoire à long terme, même si elle est fraîche, on va dire, votre mémoire à long terme, elle date d'il y a 10 jours, mais vous avez pu stimuler votre mémoire à long terme pour aller récupérer des informations sur le code. Typiquement les mots-clés, typiquement, je ne sais pas moi, public static void main, savoir que c'est un programme, etc., etc. Et puis votre mémoire de travail, ici, elle ne s'est pas forcément enclenchée. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu le temps d'exécuter mentalement le code. Et puis ça n'aurait pas eu de sens de se dire c'était quoi le résultat du sort. Vous auriez pu le faire en réalité de tête sans avoir à exécuter l'algorithme. En gros, de manière synthétique, sur le petit morceau de code qu'on a vu avant, votre mémoire à court terme, elle a pu potentiellement retenir certaines informations. Je sais qu'il y a un tableau d'int qui s'appelle array, le nommage un peu pourri, vous avez dit. Il y a un int qui s'appelle temp. Il y a 2 boucles imbriquées. Potentiellement, c'est ce que vous avez pu retenir.
Sur votre mémoire à long terme, comme je le disais, vous n'avez pas besoin de retenir, pour ceux et celles qui ont l'habitude de programmer, vous n'avez potentiellement pas eu besoin de retenir une boucle for, comment ça s'écrit. Vous avez potentiellement juste stocké boucle for. Et ça, c'était suffisant. Vous savez la réécrire. Le public static void main, pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire du Java, potentiellement c'était naturel, vous n'avez même pas eu besoin de retenir ça, vous avez retenu ça un programme, il y a 2 boucles, basta. Et vous avez été en capacité de reproduire en sachant qu'il y avait un petit brainfuck sur la deuxième boucle, etc. À retenir. Donc c'est exactement ça qui s'est passé dans votre cerveau. Par contre, pour les personnes qui n'ont jamais fait de Java, je vous invite à faire le test, même avec n'importe quel morceau de code, vous faites l'exercice, vous verrez que, là je vois ta feuille, Adrien, tu as dit que tu n'as pas réussi, mais c'est quand même, bon, à part l'écriture peut-être, ça a l'air d'être super bien reproduit. J'ai fait les 2 boucles. Tu as fait les 2 boucles, je vois que tu les as fait dans le bon ordre et que tu avais capté le coup du -1 sur le i dans la deuxième boucle. Mais en fait, notre capacité à reproduire, votre capacité ici à reproduire le morceau de code qui a été présenté, elle va fortement être couplée aux informations que vous êtes en capacité d'extraire de votre mémoire à long terme. Okay, ça semble assez logique, mais en tout cas, c'est ce que vous avez vécu là et j'ai envie que vous gardiez ça en tête. Donc, notre capacité à comprendre rapidement quelque chose, à être en capacité ici, la compréhension a été matérialisée par le fait de reproduire un truc qu'on a vu dans un temps contraint. Elle va réellement dépendre de ce qu'on a stocké dans notre mémoire à long terme, notre fameux disque dur. Comment et pourquoi on a besoin de s'améliorer sur la lecture de code? C'est un peu le sens de mon propos aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Peut-être à main levée, non, vous pouvez jeter des chiffres. En moyenne, combien de temps en tant que dev on passe à lire du code par jour, de votre point de vue? Si vous deviez mettre un chiffre, allez, en pourcentage. 5 à 6 heures par jour. Ouais, donc ça fait 80% du temps, un truc comme ça? 80, ouais. 80, 30. Combien? 80, ok. Ça a l'air de faire consensus autour de 80. Il y a plein d'études sur le sujet. Voilà, la plus sérieuse, en tout cas, une qui a l'air d'être assez sérieuse sur le sujet, c'est celle-ci. Eux, ils chiffrent à près de 60% de notre temps qui est consacré à la lecture, compréhension de code. Ce qui semble déjà assez important en réalité. Quand on dit que vous êtes payé à taper des lignes de code, mec, on est payé déjà à comprendre du code, à lire du code. Et en fait, on ne fait que ça toute la journée. On est payé, en tout cas, notre boulot, c'est comprendre le métier. Hein. En général, on ne fait pas des trucs pour se faire plaisir. Et 2, c'est réellement comprendre ce sur quoi on travaille. Donc on lit du code en fait naturellement toute la journée pour l'ajout de fonctionnalités, aller localiser un bug, je ne sais pas moi, aller comprendre un système dans sa globalité, faire une analyse, un audit ou quoi. C'est une grosse partie de notre temps de travail en réalité. Donc la corollaire qu'on peut faire, c'est de se dire, si on améliore notre rapidité à lire du code, notre efficacité à lire du code, sans perdre en compréhension, c'est la petite astuce. Si on lit de plus en plus de code et qu'on comprend que dalle, ça ne sert pas à grand chose. De la même manière, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les speed readers, les gens qui sont en capacité de lire très rapidement des textes. Il y a toujours un test de compréhension qui va avec, parce que dire que j'ai fini de lire, ça ne sert pas à grand chose. Donc si on s'améliore à la lecture de code, potentiellement, on est en capacité d'optimiser 60% de notre temps travaillé. On va peut-être réduire ce temps-là, en tout cas, ça nous permet potentiellement d'être d'être moins stressé au quotidien. Si c'est 60% de notre temps et qu'on est tout le temps en train de se noyer dedans, on a peut-être envie de se libérer, de plus se noyer et d'être en capacité de travailler plus sereinement. Et avec l'IA, en fait, c'est un phénomène qui est en train de s'accentuer, c'est qu'on va passer de plus en plus de temps à lire du code en réalité. J'imagine que vous utilisez des outils d'IA générative, peu importe laquelle, Copilot, Cursor, Cursor ça se plug sur tout et n'importe quoi, mais on va dire Claude Code ou quoi. On produit énormément de code maintenant avec IA. Si on prend les chiffres non officiels, ceux qui sont fournis par les CEO des GAFAM, on a chez Microsoft, ils estiment entre 20 et 30% le code qui est généré par IA aujourd'hui, et chez Google, c'est autour de 20% dans les dernières déclarations. Donc ça prend une place de plus en plus importante dans les entreprises, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. On a chacun et chacune le droit d'avoir son opinion sur le sujet. Dans tous les cas, on est de plus en plus noyé dans le code. Je trouve qu'il y a un enjeu
à se préoccuper de comment on devient meilleur à lire du code sans que ça détériore notre quotidien en fait. Si à chaque fois que je dois lire du nouveau code, je me sens complètement sous stress, sous l'eau, je pense que ça va avoir un impact personnel négatif. Et j'aime bien revenir sur le slide d'une conférence qui avait eu lieu l'année passée au DevFest. Très bonne conférence d'ailleurs, je ne dis pas ça parce qu'il y a Adrien dans la salle et qui fait partie des orgas, mais il y avait une super conf de Geoffrey Graveau sur le sujet du bien-être, où il revenait sur, si en fait on part du postulat qu'on passe 60% de notre temps à lire du code en tant que dev, si on y ajoute les petites réunions qu'on a, genre le daily meeting et potentiellement d'autres réunions de coordination, le temps qu'on va passer avec des experts métiers, etc., etc. Quand on le met sous forme de calendrier, on voit que potentiellement dans la journée, en fait, écrire du code, ça diminue, et plus on a de code legacy, moins on est en maîtrise de ce qu'on fait, plus ce temps-là à passer à la lecture de code va être importante. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a pu être dit dans cette conférence-là. Je vous invite à la regarder. Je mettrai à dispo les slides. Il y a la vidéo qui a été captée, je ne sais plus si c'était au DevFest que vous l'aviez captée ou dans une autre conférence. En tout cas, il y a la vidéo du talk qui est assez intéressante où il parle aussi du bien-être dans le monde du développement logiciel, où on voit que c'est un domaine qui est extrêmement touché par les burn-out. Pour plein de raisons différentes, la pression des deadlines, la complexité du travail au quotidien, etc. etc. Donc c'est un vrai enjeu aussi de société, c'est un vrai enjeu pour nous, je trouve, de s'intéresser à ça veut dire c'est quoi le bien-être, et je pense que ça passe aussi par réduire ces temps, réduire cette complexité au quotidien. Je vais revenir sur un truc que vous avez vécu juste avant. Pourquoi c'est difficile en fait de retenir de l'info, de lire du code au quotidien? Pourquoi quand on va travailler sur un nouveau système, sur un nouveau morceau de code, un truc qu'on ne maîtrise pas forcément, et même des fois des trucs qu'on a créés nous-mêmes, qu'on a codés nous-mêmes, pourquoi c'est difficile à lire et à comprendre? Quand je parle de lecture ici, il y a vraiment la compréhension. Vous l'avez touché du doigt, en fait, on a déjà des limitations. La première, c'est celle que je vous disais, mémoire à court terme. Si on prend les études scientifiques sur le sujet, en tout cas le consensus scientifique sur le sujet, on va dire qu'on est en capacité de stocker dans notre mémoire à court terme des informations pendant un temps restreint. Le consensus fait fois autour de 30 secondes. Donc on retient l'information 30 secondes, ce qui est extrêmement court. Et on a une taille limitée. De la même manière qu'une RAM en réalité. 7 plus ou moins 2 slots, c'est ce qu'on va retrouver majoritairement. Il y en a même d'autres études qui vont dire que ça oscille entre 2 à 6 slots. On va voir cette notion de slot, elle est primordiale dans tout ce qui est cognition. Donc on a un petit problème de mémoire. Et ça, c'est globalement. Il n'y a personne qui peut se targuer d'avoir une mémoire, comme on l'appelle, eidétique. Je ne sais même pas si c'est un mythe ou pas, ce truc-là, la mémoire infinie. Le fameux Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Ouais, ça vous parle? Ça, c'est pas prouvé scientifiquement, pour le coup. On ne sait pas si ça existe réellement. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas la réponse. Comment on fait pour surpasser ces limites, du coup? Ça, c'est le vrai enjeu, je pense. Il y a une expérience qui a été menée, je ne sais plus la date exacte, c'est de Groth, juste à l'après-guerre, on va dire. C'est une période où on commençait à s'intéresser sérieusement à ce qui se passe au niveau de notre cerveau. De Groth, il a fait une expérience, il voulait voir qu'est-ce qui faisait qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce qui fait, sa question c'est qu'est-ce que l'intelligence? Et il a identifié un domaine dans lequel pour lui il y avait fortement de l'intelligence qui était en jeu et il voulait voir s'il y avait un couplage entre intelligence et mémoire. Pour ça, il a mené une expérimentation. Il a pris des joueurs d'échecs, des joueurs experts, très bien classés on va dire, et des joueurs moyens. Il a fait une expérience qui était la suivante, qui était de dire je mets à disposition un échiquier, comme on l'a fait sur le code tout à l'heure, un échiquier, une partie d'échecs en cours, et je le mets sur un certain laps de temps. Et durant l'expérimentation, je le présente aux personnes, hop, on retire l'échiquier, vous devez le reproduire maintenant. Ce qu'il a pu démontrer avec cette expérimentation, c'est que les joueurs experts ont mieux performé, nettement mieux performé, que les joueurs moyens. Un peu comme tout à l'heure, pour les professionnels de Java, si vous faites la même expérimentation avec des gens qui n'ont jamais vu de code de leur vie, vous allez voir qu'ils vont faire 3 mots et puis c'est fini. Public statique et c'est torché. C'est un peu pareil avec les joueurs d'échecs ici.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en sciences, donc on va faire des expérimentations, et puis surtout, on va vouloir voir c'est quoi les facteurs qui font qu'une expérience réussit, qu'est-ce qui influe sur le résultat, etc. Donc il s'est dit, on va faire un deuxième run. Seulement, on ne va plus faire en sorte que les participants de l'expérimentation travaillent sur un échiquier qui a du sens. On va placer les pièces de manière complètement désordonnée. À votre avis, qu'est-ce que ça a permis de démontrer, ça? Quelles ont été les performances de nos deux typologies de joueurs? Quasiment identiques, exactement. Intéressant. Pourquoi, à votre avis? Pas de logique, perte de sens. Ouais, pas d'utilisation de la mémoire à long terme. Ok. Et quelle information de la mémoire à long terme, si vous êtes joueur d'échecs, peut être intéressante? C'est des positions qu'ils connaissent théoriques, des coups théoriques qu'ils ont appris par cœur, qui connaissent les déclinaisons de coups théoriques par cœur, donc ils savent comment jouer et comment répondre à n'importe quel coup. Et sur des échiquiers où toutes les pièces sont sous, il n'y a plus cette préparation qui rentre en jeu. Exactement. Les patterns. C'est les patterns. Par exemple, je sais pas, en tant que joueur, vous identifiez une ouverture sicilienne. Voilà, vous n'avez pas besoin de retenir plus d'informations. Vous savez qu'il y a une ouverture sicilienne pour les blancs, par exemple. Et donc c'est comme ça que les joueurs d'échecs, on explique qu'ils aient mieux performé. Tout ça pour dire que, en gros, ici, les joueurs experts d'échecs, eux, ils ont regroupé l'information, c'est ce que tu viens de dire, ils ont regroupé l'information de manière logique dans leur cerveau. Ils n'ont pas dû retenir, je ne sais pas, pion en J5 ou je ne sais quoi, pion blanc en J5, etc., etc., ce qui est impossible à retenir sur le nombre de pièces. Ils ont, pour le premier run de l'expérimentation, ils ont juste retenu, voilà, ouverture, machin, etc., etc., des positions qu'ils connaissaient déjà. Ça leur permettait de faire en sorte que, dans leur mémoire à court terme, cette information elle est stockée dans un seul slot. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont fait exactement la même expérimentation dans notre monde, dans le monde du développement. Programme, ça date de 81, quand je vous dis qu'il y a des études qui sont assez anciennes, 81, j'étais même pas né. Et en 80, j'ai rien contre les personnes qui sont nées à 81. En tout cas, moi, je n'étais pas né. Il y avait déjà des expérimentations pour reproduire l'expérience de De Groot, mais dans le monde du dev. Et c'est exactement le même enseignement qui a été fait. Je vous passe les détails, mais programme normal, programme dans lequel on a cradifié, on va dire ça comme ça, crapifié le programme en changeant des trucs, les noms de variables, les noms des algos, les méthodes, les fonctions, etc., etc. Et on a reproduit exactement la même chose dans le monde du dev. Ce qui veut dire qu'on a un truc intéressant, c'est ce mécanisme de chunking, de regroupement d'informations, comment on peut l'utiliser dans le monde du dev. C'est là tout le propos de Feijen-Hermans dans le livre. Et avant d'aller plus loin sur comment on peut faire du code qui soit chunkable, qui soit plus, je ne sais pas comment on dirait, amical avec les humains, j'allais dire human friendly, on a besoin de s'intéresser au chunking. Encore une fois, je vais vous demander de reprendre votre papier, alors faire une petite expérimentation. On va expérimenter le chunking, le regroupement. Vous allez voir, ça va être plus court et plus simple, normalement. Exactement. Vous êtes prêts? Donc je vais mettre une suite de caractères. Là, on va être dans un temps contraint encore pire qu'avant. 5 secondes. Vous allez avoir 5 secondes pour regarder ce que je vais vous mettre à l'écran. Et ensuite, je vous laisserai un peu de temps pour reproduire. On va faire 3 runs de l'expérimentation, histoire de voir l'évolution. OK? Chunking numéro 1. Je regarde le timer. Allez-y, essayez de reproduire du mieux que vous pouvez cette phrase. J'ai peut-être les 3 premiers caractères et je suis pas sûr. Si vous réussissez là, vous êtes exceptionnel à mon avis. À l'identique, c'est impossible. Moi, je pense. C'est chaud. C'est moi qui les ai dessinés, hein, ça n'existe nulle part. Moi, je les ai fait à la main. Donc, si vous arrivez à le déchiffrer, c'est peut-être mon numéro de carte bancaire. OK, deuxième expérimentation.
Je vais vous remettre une suite de caractères, encore une fois. Même longueur, même nombre de mots. OK? Toujours 5 secondes. J'attends juste que ce soit à 5. Go! Normalement, ici, c'est un peu plus simple. Même longueur, 3 mots. Si je ne me suis pas planté dans mes calculs, là, 3 mots, 12 caractères, 11 caractères différents. La même chose que le premier. Je mets le numéro 3. Vous êtes prêts? Allez. Ah, j'ai oublié d'enlever en dessous. N'oubliez pas, oubliez, j'avais fait une conf en 2024. Je n'avais pas vu que j'avais laissé ça. Alors, qui a réussi à quel tour? Le dernier tour? C'est OK pour tout le monde, les derniers? Ouais. Il manquait 4, ouais. Ouais, il y avait moyen de regrouper sur le deuxième. Hein. J'ai mis des voyelles. D'habitude, je mets que des consonnes. C'est très chiant, les consonnes. On n'arrive pas à les regrouper. On n'arrive pas à les retenir. Là, j'ai fait exprès qu'il y en ait au moins une par. Tu l'as? Ouais, pas mal. Bien joué. La correction. Hein. Premier est sympa. Hein. Voilà, si quelqu'un me dit j'ai exactement ça avec le bon nombre de points ici, je dis chapeau l'artiste, quoi. Ouais. Ouais. Moi aussi, sur le premier, j'y arrive. Le 3 est encore facile, le petit éclair, ça va. Donc, bon, c'était un petit test. Ce que ça permettait de voir, ça permettait vraiment de voir c'est quoi le chunking. Ici, on a vraiment vécu ce que c'était que le chunking, le regroupement d'informations. Premier run de l'expérimentation, là, vous avez essayé de retenir potentiellement les caractères, ils étaient très bizarres. Comme dit, vous n'avez aucun référentiel, vous n'avez aucune mémoire à long terme sur le sujet. Ce serait très bizarre que vous l'ayez. Sur le deuxième, vous avez potentiellement mieux réussi parce que, bah oui, vous savez ce que c'est que vous connaissez l'alphabet, chacun connaît l'alphabet ici. Donc vous avez pu potentiellement mieux réussir. Et puis sur le dernier, en fait, vous avez regroupé l'info, potentiellement Codatalk 2026, année en cours, plus le thème de la soirée Codatalk. C'était assez simple de le retenir. Vous avez regroupé l'information, potentiellement, ça a occupé qu'une seule case dans votre mémoire à court terme. Merci d'avoir joué le jeu. Je vous invite à garder précieusement, à faire une photo de vos belles créations. Maintenant, la question, c'est... Le but, c'est peut-être de vous faire toucher du doigt cette notion de qu'est-ce qui est chunkable, qu'est-ce qui est regroupable. Et la question maintenant, c'est sur le code. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que du code il soit facilement lisible, facilement chunkable? C'est vraiment, pour moi, l'enjeu d'écrire dans l'écriture de code, comment on écrit du code qui soit maintenable, compréhensible facilement pour des humains. Écrire du code, ça peut être simple, mais... Déjà, comme vous l'avez montré dans votre expérience, le nom de la fonction. Si le nom de la fonction, c'est des lettres qui suivent aléatoirement, si c'est écrit insert site dans quelque chose, c'est compréhensible. Déjà, une simple lecture du nom de la fonction permet d'aider de rentrer dedans pour comprendre ce qu'elle fait et tout, de juste passer là-dessus. Exactement. La clé, c'est comme on pouvait le voir aussi dans Clean Code, la clé, ça va être le nommage, très clairement. Ouais. Et d'ailleurs, fun fact, dans ma première boîte, on faisait de la première startup, on développait des algorithmes d'encryption. C'était l'ancêtre de nos smartphones. On faisait du dev et on sécurisait la prise de photos, etc. Et on avait des algos un petit peu touchy qu'il ne fallait pas qu'on puisse comprendre. On utilisait des mécanismes d'obfuscation. Et nous, il y avait quelqu'un qui avait poussé l'obfuscation très loin, c'est-à-dire que son code non offusqué était offusqué aussi. C'était un plaisir de bosser avec lui. Tous les noms de fonctions sur un seul caractère, chaque variable avec un seul caractère. Un vrai, pur bonheur. Je ne sais pas où il est parti depuis, mais en tout cas, nous, on s'est arraché les cheveux à essayer de comprendre ce qu'il faisait, quoi. Alors, sur le fait qu'un algo soit chunkable ou pas, en fait, on a un truc qui est tout simple. On parlait tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de pattern. En fait, c'est la reconnaissance de pattern, potentiellement. Les design patterns, c'est un moyen de faire en sorte de regrouper de l'information
sans avoir à aller voir le détail. Alors, je ne sais pas si on utilise au quotidien, j'ai mis ceux du Gang of Four. Peu importe ce que vous utilisez, il y a des patterns aussi d'architecture, il y a des patterns dans tous les paradigmes. On peut utiliser d'autres patterns en fonctionnel, etc., etc. Mais tout ça peut illustrer le fait que ces design patterns-là, en fait, ça nous permet de chunker beaucoup plus facilement du code. Quand je vois un pattern qui s'appelle une classe qui s'appelle Payment Strategy, je n'ai pas besoin de me palucher 500 lignes de code avec des gros switch cases, des gros if, else imbriqués les uns dans les autres pour comprendre que derrière, on utilise de l'eBay, de l'Apple Pay ou de la carte de crédit. J'ai juste besoin de voir, OK, il y a une stratégie de paiement, peu importe l'implémentation qu'il y a derrière, je ne me soucie pas du détail d'implémentation. Donc c'est vraiment une manière de regrouper l'information et d'avoir du code qui soit le plus chunkable possible. Je ne suis pas en train d'évangéliser pour l'utilisation intensive des design patterns, hein, mais en tout cas, c'est une manière de faire. Il y a un truc qui est aussi utile, si on veut faire du regroupement d'informations, c'est les commentaires. Je sais pas si, c'est un sujet toujours clivant, les commentaires. Ouais, tu le commentaire. Je vais faire les deux. Je vais faire les deux, le trop et le pas assez. En gros, plus on a d'informations à dispo dans notre mémoire à long terme, enfin, plus on a d'informations sous les yeux qui peuvent faire appel à notre mémoire à long terme, plus on va avoir des facilités à comprendre ce qui se passe. Alors, il faut que cette information elle soit vraie. Hein. La problématique des commentaires, c'est qu'il faut qu'ils soient maintenus et que ce soit une vraie rigueur d'équipe. Mais ça va nous permettre de chunker des gros morceaux de code. Il y a des devs qui font du closure ici, à main levée. Closure. Ah ok, donc ça va paraître ésotérique pour tout le monde, tant mieux. C'est un langage qui est vraiment pas facile à comprendre. Moi j'ai un pote qui est très très bon dedans et qui en fait en tout temps, mais c'est assez on va dire bourru comme langage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai pris un module, je vous invite à aller voir après, mais d'un petit système qui s'appelle CodeMath, qui est open source, qui permet de faire de l'analyse de code d'ailleurs, d'analyse comportementale de code, sujet intéressant. Et ici, ce qui est fait, c'est qu'à chaque début de module, on n'a pas besoin d'aller voir le détail du module. Le module, c'est un fichier ici. On a l'explication directement. Ah bah voilà, ce module-là, il contient les fonctions pour calculer les churn metrics. Churn, ça peut faire écho à quelque chose qu'on connaît tous, qui est potentiellement notre gestionnaire de code source, les changements, etc., etc. Donc juste en lisant cette petite définition-là, ça fait déjà appel à plein d'éléments de notre mémoire à long terme. Donc la documentation haut niveau sur des modules, sur des… peu importe ce que vous entendez par module, ça peut être une classe, ça peut être autre chose, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça va faire réellement écho à notre mémoire à long terme. Ça va nous permettre de comprendre rapidement et de regrouper l'information. Je sais que dans ce truc-là, ça gère ça, et basta. Je vais revenir sur les commentaires, parce que moi j'ai déjà travaillé dans des boîtes où la politique c'était de… Moi la politique dans certaines boîtes, je ne les citerai pas, mais c'était de faire 100% de code, de lignes commentées. 100%. Et on avait des analyses de code qui vérifiaient ça. Ah, il y a sûrement un chef de projet à un moment donné qui s'est dit que c'était une brillante idée. Je vous invite très fortement à jamais faire ça. Voilà, j'ai poussé le truc à l'extrême, mais c'était à peu près ça qu'on faisait en réalité. Hein. Tu as parlé de .NET tout à l'heure. Getter, setter, tu es obligé de mettre sur ID, générer. Je récupère l'ID, je set l'ID. Ah, c'est super intéressant. Avec des commentaires qui ressemblent à ça. Private constructor. Ok, c'est juste la définition qu'il y a là. Hein. Ce n'est pas appelable de l'extérieur. C'est la définition d'un constructeur privé. Ne cassez pas l'encapsulation, etc., etc. On raconte sa vie dans les commentaires. Trop de commentaires tue le commentaire et trop de commentaires tue le chunking. Le but, c'est d'être en capacité de regrouper l'information et ce n'est pas d'avoir un fardeau comme celui-ci à porter. Je préférais mettre un contre-exemple parce que je ne suis pas un grand fanat des commentaires à tout va. Là, j'ai pris deux petites pratiques qui sont intéressantes pour essayer de soulager notre mémoire à court terme avec le mécanisme de chunking, pattern, commentaire. Après, ce que je trouve intéressant, c'est dans le livre de Feyen Hermans, basé sur plein d'autres études, qu'elle cite dans son bouquin, et je pourrais vous donner les références, il y a plein de sujets qui sont liés à la lecture de codes qui sont complexes, dans lesquels ce n'est pas facilement chunkable de prime abord. Et là, j'ai envie de vous livrer quelques techniques qui me paraissent, moi, ultra intéressantes et applicables demain au travail ou ce soir, si vous avez envie de dev ce soir. Avant d'aller sur ces techniques-là, ces pratiques-là, j'ai envie de vous revenir sur mémoire de travail. On l'a vu tout à l'heure, c'est votre processeur. Enfin, c'est notre processeur. Et notre processeur, il est aussi limité.
pareil, certaines études, la capacité à traiter des choses en parallèle varie, mais on va dire qu'il y a un consensus scientifique sur la capacité de notre mémoire de travail autour de 2 à 6 choses à la fois. Donc on est en capacité de traiter 2 à 6 choses en parallèle, on va dire. Donc limité sur mémoire à court terme, limité sur mémoire de travail. Dans le contexte de la mémoire de travail, la surcharge de ces valeurs, quand on se sent réellement en ce qu'on appelle en excès de charge cognitive, non, c'est ma phrase en fait, je finissais par ça, mais je me suis perdu dans le truc. En tout cas, dans le contexte de la mémoire de travail, cette capacité, on l'appelle la charge cognitive. Et quand on se sent vraiment pas bien, quand on a l'impression d'être stressé, etc., quand on fait quelque chose, souvent c'est qu'on est en surcharge. Donc on est en surcharge cognitive. On essaie de faire trop de choses en parallèle. Et notre cerveau, il nous dit « Coco, je l'ai vécu plein de fois aujourd'hui, hein. Je suis passé du coq à l'âne. Je peux vous dire que je l'ai vécu plein de fois aujourd'hui. Je n'ai pas été très bon sur ma capacité à garder ma charge cognitive dans un seuil qui est tolérable. » Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir une charge cognitive qui est stable et d'éviter de la surcharger. Et pour ça, quelques techniques. La technique numéro 1 qu'elle nous livre dans le livre, ça s'appelle, elle l'a appelé comme ça, c'est du refactoring temporaire. Le but, c'est de se dire, pour comprendre du code, on se doit de réduire la charge cognitive et on peut faire des refactoring, donc changer le code qu'on essaie de comprendre sans altérer son comportement, le comportement observable. Ça parle à tout le monde, refactoring, ouais. Ok, je peux aller plus loin là-dessus. Un exemple que je trouve intéressant, c'est celui-ci. J'ai fait un petit morceau de code, je ne sais pas si c'est compréhensible par tous et toutes. Ici, ça renvoie une monade, un container monadique, comme on aime bien les appeler. Ça renvoie un header qui dit soit je te renvoie une erreur, soit je renvoie un résultat. Ici, ça va utiliser, en C# vous utilisez LINQ. Vous pouvez utiliser aussi des trucs comme LanguageX ou autre pour ce genre de container. Et ici, en gros, ce que ça fait, ça dit je map chaque ligne, c'est le mécanisme de functor, je map chaque ligne via cette fonction-là, et derrière je fais une somme, une double value, et je map l'ensemble du résultat vers un result. C'est pas facile à comprendre. Il n'y a pas de mal à faire en sorte de se dire moi je ne connais pas toutes ces structures, je vais les refactorer, je vais changer le code de manière automatisée. Il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça dans nos environnements de développement, afin que ce soit plus compréhensible de mon point de vue. Je parle ici de refactoring temporaire. Donc, je passe d'une structure qui me paraît ésotérique, dans laquelle je ne comprends rien. J'utilise mon environnement de développement pour faire en sorte d'avoir une structure qui me parle beaucoup plus. Et ça, votre IDE, que vous utilisez Visual Studio, j'allais dire Code, mais c'est moins vrai pour Visual Studio Code, mais on va dire les IntelliJ et autres riders, vous pourrez automatiser ce genre de refacto. Donc le but ici, c'est de se dire, je refactor pour réduire ma charge cognitive et pour mieux comprendre ce sur quoi je dois travailler. Vous vous souvenez, ce qui est facile à lire, comprendre, dépend de nos connaissances préalables. Donc il n'y a pas de honte à céder de son environnement de travail, enfin de son outil de développement, pour faire en sorte d'avoir des structures de données qui soient plus compréhensibles. Et ici, je vous invite à voir que si dans une équipe, vous utilisez ce genre de structure, alors que les gens sont plus à l'aise avec ce genre de structure, pour moi, c'est de l'ordre de la convention d'équipe de se dire, est-ce qu'on part là-dessus? Si oui, comment on se forme? Comment on fait en sorte que chacun et chacune se sentent à l'aise avec ce formalisme-là? Il y a un vrai truc autour de la convention d'équipe aussi. Autre truc qui me semble intéressant, et là c'est vrai, quand on commence à faire de l'algorithmique, je trouve, c'est encore plus vrai, c'est de faire des graphes de dépendance. Quand je dois prendre un morceau de code, pareil, je ne comprends rien, pipeline, machin, truc, j'ai plein de trucs, il y a des conditions imbriquées, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On peut très bien dessiner un graphe, annoter le code et se dire, ok, ce truc-là, il est utilisé où? Ah, je vois que c'est utilisé que là, ok, c'est plus clair pour moi, dans quel contexte on le fait, ça sert à quoi, etc., etc. Ça nous permet de comprendre le code. Ça, c'est des trucs qu'on faisait en fac, potentiellement, il y a un petit moment, je ne sais pas si c'est encore utilisé, dependency graph, state table qui va venir juste après. La state table, c'est quoi? Ça permet de comprendre un algorithme. C'est de décharger notre mémoire de travail en se disant, ok, je mets sur le côté, qu'est-ce qui se passe au niveau du code? Qu'est-ce qui va se passer à l'exécution? C'est notre debugger sous forme papier. Ça permet de décharger notre mémoire de travail. Et là, on peut le faire assez facilement, en fait. C'est quoi les grandes instructions? Qu'est-ce qui va être muté? Et qu'est-ce qui ça va être la sortie?
Bon, assez simple à créer en fait, assez puissant en réalité. Pour ça, en tant que dev, moi j'ai toujours mes petits post-it, vous le voyez au quotidien avec mes petits post-it, mais je vous invite réellement à toujours avoir une feuille à côté de vous. C'est tout bête, mais avoir sa feuille, un stylo, ça aide vachement. Quand vous vous sentez surchargé, vous notez la chose. C'est un pointeur réellement sur, à un moment donné, sur ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Ce que je trouve ultra intéressant aussi, c'est ce qu'elle réussit à démontrer dans le bouquin, c'est que les zones qui sont utilisées lorsqu'on lit du code, donc quand on va essayer de comprendre un morceau de code, les zones de notre cerveau sont exactement les mêmes que celles qui sont activées quand on va lire du texte en langage naturel. Ça veut dire quoi? J'aurais dû faire les animations en même temps. On peut faire le parallèle du coup entre, si c'est les mêmes zones, potentiellement on peut utiliser les mêmes stratégies pour faire en sorte de lire du code, comprendre du code en tout cas. Et si on revient sur ce qu'on a pu apprendre normalement au lycée, sur les études de texte, en tout cas je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais en tout cas on avait des trucs qui étaient assez similaires. On a plusieurs étapes normalement qui sont présentées quand on fait de l'analyse de texte. Activation, je découvre un texte, je pense activement à des choses qui sont connexes, histoire de stimuler un peu ma mémoire à long terme. Monitoring, j'essaie de garder une trace de ma compréhension de ce texte. Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qui me paraît flou? En général, c'est ce que vous faisiez, ce qu'on faisait au lycée. Déterminer l'importance. Il y a souvent du blabla qui est là pour meubler. Si vous lisez un article de presse, il y a potentiellement 80% qui est juste du meublage. En réalité, le corps de l'article, c'est peut-être 20%. Donc, qu'est-ce qui est important? Décider quelles sont les parties de texte les plus pertinentes. Inférence, sur base de ce qu'on comprend, on va pouvoir encore lier d'autres faits, d'autres choses, des choses qui ne sont potentiellement pas explicitement dites dans le texte. Ça, c'est l'inférence. Visualiser, on peut dessiner des graphes qui nous permettent de comprendre, de mettre noir sur blanc c'est quoi notre compréhension. Typiquement, l'utilisation de cartes mentales, mind mapping en anglais. Se questionner, ça c'est souvent la partie qui était demandée au lycée, se questionner sur, se poser des questions sur le texte, donc les formuler, afin que ça résonne chez nous. C'était quoi potentiellement le but de l'auteur avec ce texte? Si je prends Baudelaire, c'était potentiellement assez cryptique, si vous vous souvenez. C'est intéressant de se questionner, c'est quoi le but ici? Summarizing, c'est vraiment cette étape de créer un court résumé textuel qui nous aide à dessiner notre compréhension de ce texte-là. Ce que je trouve cool, c'est qu'on peut appliquer exactement la même chose quand on va lire du code. Alors désolé, c'est petit, même moi, j'arrive pas à lire, là, mais si j'ai fait un petit template Miro, que vous pourrez retrouver après, qui permet de garder la trace de votre compréhension. Je l'ai pas après? Ouais. Typiquement, j'arrive sur un morceau de code, je ne le comprends pas, je fais un petit screenshot, je n'ai pas besoin de toutes les dépendances, je verrai après pour les dépendances. J'essaie d'activer les informations qui sont stockées dans la mémoire à long terme. Activation. Je marque ici, je vois la notion de pipeline, il y a des emailers, il y a du logging, etc. OK, ça me fait penser à quoi? Pipeline, CI/CD, je vois plein de mots-clés en Java que je peux réutiliser, ça j'ai pas besoin, c'est du bruit, j'ai pas besoin de tout ça. Monitoring, quelles sont les lignes que je comprends? Voilà, j'aurais dû faire l'inverse, mais pour illustrer la chose, celle-ci me paraît assez cryptique. Ça veut dire quoi, project.deploy? Est-ce que c'est réellement déployer le projet ou pas? Importance, quelles sont les parties du code qui me semblent être les plus importantes, les plus utiles dans ce pipeline? Le déploiement, le fait de lancer des tests, ça me semble être le plus crucial. J'ai pris un exemple pas trop complexe, mais en gros c'est ça. Quel nom me semble pas clair? Pour moi, l'inférence, c'est ce que j'ai fait là. Questioning, c'est la notion de se poser des questions. Pour moi, quand on lit ce morceau de code-là, il y a un truc autour de comment on configure le déploiement. Ce n'est pas clair du tout. Dans la configuration, il n'y a rien qui nous guide là-dessus. Et c'est quoi les différentes étapes de ce pipeline? Pareil, potentiellement, il y a des trucs qui sont définis ici. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de build en préalable, par exemple. Summarizing, j'essaie de résumer ici quel est le but, de me poser des questions aussi sur le but du code. Et je fais un petit résumé et j'identifie quels sont les mots-clés, en tout cas le business qui se cache derrière. Ça, c'est une technique assez simple que je vous recommande de tester, en tout cas, qui permet aussi de se dire, quand je ne comprends pas quelque chose, me poser, avoir un petit template qui me permet d'aller vite à l'essentiel sur qu'est-ce que ça veut dire ce code-là pour moi, ça peut être intéressant. Moi, quand je dis ça, je raisonne pas du tout de la même façon. Ouais. Et pourtant, j'en lis. Je
vois une cinquantaine de lignes de code avec des ifs fabriqués dans tous les sens. Donc déjà, je me pose la question de la complexité. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Pourquoi il y a autant de ifs les uns derrière les autres? Ah, bah alors ça, clairement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'écrire ça pour que ce soit plus lisible au final, plutôt que d'imbriquer des ifs avec des conditions les unes derrière les autres? Quelle magnifique transition. Moi, ça m'inquiète avant même de regarder tout le reste. Je suis complètement aligné. Et du coup, ce que je vous invite à faire, effectivement, on va l'agrémenter de l'analyse statique de code, qu'on peut calculer aussi à la main. Et je vous invite à toujours avoir en tête, c'est quoi la complexité? La complexité dans notre métier, elle va surtout se matérialiser par où se cache la complexité. Et cette métrique-là, ça va être BIGO, ça va être ce qu'on appelle la complexité cognitive, la complexité cyclomatique. Et nos environnements de développement et les outils d'analyse statique de code sont en capacité de le calculer pour nous. Donc c'est intéressant, le SMEL, on le voit direct, quand on a un peu de bouteille. Ça choquera moins des personnes qui n'ont potentiellement pas l'habitude de développer. Et ce qui est intéressant, encore une fois, je ne fais pas la promotion d'outils en particulier, je fais juste la promotion du fait que si on veut chunker de manière efficace et lire de manière efficace ce genre de morceaux de code, encore une fois, pour moi, il y a un truc qui est clé, l'utilisation des refactoring, des outils de refactoring automatisés. Ce truc-là, il paraît complexe. Comment je fais pour limiter la complexité, réduire la complexité? Ultra simple. Extract method, ça me prend 40 secondes pour refactorer tout ce code-là sans détériorer le comportement observable. Refacto, pour moi, le chunking master, c'est la personne qui est en capacité d'extraire facilement du code. Et là, hop, j'applique quelques principes en plus. Je fais un extract méthode de la complexité. Je dis ce truc-là, c'est le lancement des tests. Ce truc-là, c'est autre chose, etc. J'applique quelques principes de développement comme les Object Case Techniques avec le fait d'avoir qu'un seul niveau d'indentation, par exemple. Et je me retrouve avec un code avec quelques clauses, quelques guard clauses en entrée. Et j'ai un truc qui est bien plus lisible en tout cas. Et je n'ai pas besoin de me noyer dans des if-else pour l'instant en tout cas. Avec, si les tests ont échoué sur le projet, j'envoie un email. Si le déploiement a échoué, j'envoie cet email-là. Et si tout est OK, en gros, j'envoie l'email que tout s'est bien passé. Même complexité, enfin on l'a juste divisé pour mieux régner. Et on peut aller encore plus loin. Chunking master. On peut utiliser aussi des paradigmes un peu plus fonctionnels pour avoir des trucs qui sont nettement plus lisibles du point de vue humain. Pour moi, le fonctionnel, à contrario de pas mal de personnes qui voient ça comme un truc très orienté mathématique, pour moi, c'est un truc qui peut être très utile pour améliorer grandement la lisibilité de notre code. Ce truc-là, ces imbrications, c'est ultra complexe à lire. Et encore, j'ai pris un exemple simple. Dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus complexe. Et moi, passer de ça à ça, projet, je run les tests, je déploie. S'il y a une erreur, je fais ça. Compréhension, je n'ai pas besoin d'aller me noyer dans les détails. Je comprends directement ce qui se passe. Ça me fait penser, il y a quelques années, à nouveau au DevFest, il y avait deux devs qui étaient venus nous présenter le Railway Programming. Et ça s'apparentait un peu à ça, à la programmation fonctionnelle. Et moi, j'avais vraiment adoré. Après, le problème, c'est que c'était à 17h fin de journée. Railway Programming, alors petite pub pour Scott Vlaskin, il a écrit un super bouquin sur le sujet. Je vous invite à le regarder. Il est peut-être dans la bibliothèque à côté si vous voulez jeter un œil. Il a fait des super vidéos aussi sur le Railway Programming. Donc si vous voulez regarder la vidéo, je ne sais pas si au DevFest vous l'aviez mise en ligne, celle-là, ça a été capté. Il n'y avait pas de captation. Bah alors, si vous voulez regarder. Si, mais elle a été captée, mais sur notre compte. Ok. La presse a été captée sur notre conf. Ah bah, si tu veux partager alors la ressource a posteriori, ouais. Bien volontiers. Trop bien. Les assistants IA dans tout ça. On peut le voir comme une technique qui nous permet de comprendre plus facilement du code. C'est vrai que si vous testez Claude Code, Copilot ou quoi, et pour lui dire explique-moi ce qui est fait derrière, ça peut être intéressant. Il arrive à nous sortir des trucs, une structure complexe qu'on n'arrive pas à comprendre. Il arrive potentiellement à nous sortir des infos qui sont potentiellement pertinentes. Je mets un gros potentiellement. Il peut y avoir des hallucinations. De quoi ? Tout dépend, exactement. Ça va dépendre de son contexte, ça va dépendre de ce qu'il est en capacité de sortir, ça va dépendre de plein de paramètres. Ce qu'on lui a donné à manger, surtout. Exactement. Et ça, j'ai envie de mettre, je ne vais pas faire du prosélytisme pour je ne sais quel outil ou pour dire c'est bien ou pas bien l'IA. Je plante juste une graine ici. Moi, je trouve intéressant d'avoir ce truc-là en tête. Je ne vais pas aller sur les enjeux environnementaux, sociaux non plus. Je vais juste aller sur… Il y a un truc qui a été mesuré par des scientifiques depuis quelques années. C'est l'effet d'amnésie digitale, le biais d'amnésie digitale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on l'appelle aussi l'effet Google. Et je trouve ça assez terrifiant.
Il y a plein d'études aussi qui sont faites sur l'IA qui sont en train d'arriver et qui mènent à peu près aux mêmes conclusions. Le biais d'amnésie digitale, c'est quoi? C'est qu'on a pu mesurer que notre cerveau, vu qu'il sait qu'il va avoir accès à l'information plus tard, il se permet de ne plus stocker certaines infos. C'est assez terrifiant, c'est qu'on est en train de redéfinir la manière dont notre cerveau est programmé via nos outils digitaux. Moi, ça... plus l'information, tu gardes un pointeur pour y accéder. Ouais, tu sais, Google, c'est bon. J'ai plus besoin de retenir l'info. Je ne sais pas si vous avez fait le test pour les plus anciens, mais à l'époque, quand j'étais gamin, je retenais tous les numéros de téléphone, sans problème, hein, parce qu'on n'avait pas le choix. Tu allais dans une cabine téléphonique, tu étais devant, tu n'avais pas d'annuaire. Hein, tu n'avais pas l'annuaire qui te disait... enfin, potentiellement, il y avait un annuaire, mais la plupart du temps, il n'était plus là. Tu étais dans la cabine, tu devais refaire le numéro. On était extrêmement bon pour retenir 10 numéros d'affilée. Celui de ma femme, je l'oublie tout le temps. Et pourtant, c'est le seul numéro que je vais retenir. Si demain je suis en panne, je ne sais pas l'appeler sans avoir mon agenda. C'est assez effrayant, quoi. Bref, c'est mon expérience perso. Vous avez peut-être une excellente mémoire là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai perdu ça et je suis devenu terriblement nul à ça. Je vais juste aller à la conclusion. Je vous enverrai les slides parce que sinon, je vais largement déborder. Il y avait plein de trucs intéressants, mais on peut en parler après sur tous ces sujets. Hop, oui, j'ai beaucoup de slides. J'ai juste eu le temps de faire la partie, lecture. Lecture de code, c'était surtout mon focus pour ce soir, c'est comment on peut s'améliorer à la lecture de code. Je vais juste finir par ça. Si je devais résumer ce que je trouve intéressant dans ce livre, Programmer's Brain, et dans toutes ces études qui sont faites à travers la planète, c'est qu'on a pu mettre... Oh, j'ai pas mis le truc. Je trouve que ça donne une caution scientifique sur un feeling qu'on avait potentiellement en tant que dev, qui était de dire, ouais, quand on écrit du code de merde, je vais utiliser le terme parce que j'en ai vu plein, du code de merde, potentiellement c'est immaintenable. Et en plus de ça, on passe des sales journées, mais vraiment des sales journées. Si vous avez travaillé sur des systèmes legacy, on se tire, on a envie de se flinguer à certains moments. Hein. Je vois Adrien qui acquiesce devant. On a vraiment envie de se tirer une balle à certains moments. Donc je trouve ça intéressant de venir avec, c'est plus un feeling, c'est plus de l'ordre de la discussion. Ça amène une caution supplémentaire à dire, en fait, ce qui est mesuré, c'est que ça a un coût pour l'entreprise. C'est pas juste, moi, Johan, qui vient de dire, ce truc-là, c'est trop complexe, il faut qu'on le refactor, il faut qu'on le réécrive, ou je ne sais quoi. C'est réellement la science qui nous dit, si vous faites ça, vous vous cramez. Donc pour moi, il y a un truc autour de ça, tout ce qui est code smells. Je n'ai pas eu le temps de trop en parler, mais je pense que ça vous parle. Tout ce qui est code smell, ça a un impact cognitif important. Il y a certains indicateurs, vous verrez dans les slides. Et il y a un truc aussi que je trouve intéressant, c'est les anti-patterns linguistiques, des choses qu'on peut retrouver dans plein de bases de code qui sont omniprésents en réalité, dans plein de codes bases open source, d'entreprises, etc. Et ça, on devrait lutter contre ça au quotidien. Donc la pilule rouge, c'est vraiment ces trucs-là, trucs qui sont vraiment immondes pour notre cerveau et qui nous amènent potentiellement du mal-être au quotidien. Et pour ça, on a plein de techniques qui nous permettent d'améliorer la situation. Et là, c'est une invitation collective, hein, c'est comment on saisit ces trucs-là pour les amener en entreprise et faire en sorte que ce soit la norme de demain. Pour moi, il y a un truc, on l'a vu, écrire du code qui soit chunkable. Je n'ai pas été sur le nommage, mais effectivement, tu as totalement raison. Le premier truc, c'est écrire du code avec des noms qui soient explicites, qui soient exprimés dans le langage du métier. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le monde bancaire. Tu arrives dans une banque, les gars, ils sont en train de développer en Java, ils sont en train de migrer de COBOL vers Java et ils réutilisent les mêmes noms que des trucs qui veulent absolument rien dire. Ah, mais c'était le nom de la table. C'était FX 13247. Mais mec, ça veut dire quoi ce truc-là? Ah, mais c'est pour gérer les transactions. Pourquoi tu n'as pas appelé transactions? Bref, utilisons les noms, c'est la première chose. Travailler les techniques de lecture. Je vous ai dit, travailler la chunkabilité de notre code, travailler les techniques de lecture qui peuvent être intéressantes pour nous, ce qui marche pour nous. Et il y a plein de trucs qu'on peut automatiser aussi. Les règles d'équipe, l'automatisation des smells. Je ne sais pas ce qui est en place chez vous. Mettre en place de l'analyse statique de code. Analyse comportementale, c'est un super sujet. Je vous invite à regarder ce sujet-là aussi. Analyse comportementale de code. Avoir des linters dans vos IDE, ce genre de trucs qui peuvent vous aider aussi à voir quand vous-même vous faites des trucs qui sont potentiellement améliorables. Bon, ça, c'est à vous de faire le choix. Moi, je ne fais pas de prosélytisme, je dis. Haute caution scientifique, je vous invite à voir, si vous avez besoin de convaincre du monde. Je trouve qu'il y a un truc qui est ultra intéressant, qui est sorti aussi, ça devait être 2018, je pense, le bouquin Accelerate, la science derrière DevOps. Je sais pas, ça parle à quelqu'un? Ouais.
ils ont identifié à l'échelle mondiale quels sont les patterns qui influent positivement sur ce qu'ils appellent les 4 métriques clés, qui sont des métriques de stabilité et de vitesse, rapidité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plein de trucs autour de comment on gère le code source, la culture de l'entreprise, comment on gère l'apprentissage, comment on met en place des pratiques d'ingénierie qui sont efficaces, comment on fait de la gestion de produits qui sont efficaces, etc. etc. Haute conscience scientifique qui est super intéressante. Vous pouvez retrouver tout ça sur l'initiative DORA, DORA. Dora.dev, je pense, vous avez tous les patterns et différentes études. Je finis avec ça. Le point clé pour moi, si vous êtes plutôt team gauche, bienvenue dans la team. Si vous êtes plutôt team droite, allez travailler en banque. J'ai envie juste de rappeler un truc, qu'on génère du code, enfin qu'on écrive du code soi-même ou qu'on génère du code, on écrit avant tout du code pour les humains. C'est par les humains pour les humains ou par les machines pour les humains. En tout cas, on écrit réellement du code pour les humains, à mon avis. Et moi, j'aimerais voir plus de code comme ça. Je n'ai pas dit qu'il est parfait, mais en tout cas, que du code comme ça. J'espère qu'on est tous du même avis. Parce que maintenir ce truc-là à droite. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait exactement le même boulot. Hein. Ça, j'aime bien le prendre. Je fais des ateliers comme ça en entreprise. Qu'est-ce que tu arrives à comprendre de ce qu'il y a à droite? Qu'est-ce que tu arrives à comprendre de ce qu'il y a à gauche? En général, on arrive mieux à comprendre ce qu'il y a à gauche qu'à droite. Ouais, c'est poussé à l'extrême. Hein. Mais ça permet de faire comprendre potentiellement à des décideurs qui n'ont potentiellement jamais vu de code. Bah ouais, en fait, nous, à l'heure actuelle, on travaille sur un système, j'ai vu ça chez un client il n'y a pas si longtemps, 22 millions de lignes de code. En fait, les gars, notre code, c'est ça. On aurait bien tendre vers ça parce que là, à l'heure actuelle, on ne comprend que dalle à ce qu'on fait. On n'est pas en maîtrise, on se chie dessus, j'utilise le terme chie dessus, désolé pour ça. On se chie dessus à chaque mise en production. On a 30 devs, on est obligé d'avoir 60 testeurs. Là, potentiellement, on a un gros problème parce qu'on est dans la situation de droite. Je vous invite à en découvrir plus. J'ai mis des liens dans les ressources, je les publierai sur LinkedIn. J'ai fait une infographie du bouquin de Félix Hermans, vous pourrez la télécharger aussi. Et vous avez accès à toutes les ressources. J'ai mis un petit QR code, parce que j'aime bien les QR codes. Ce n'est pas du scam. Si vous voulez mettre un petit avis, il y a un open feedback qui normalement est ouvert, à moins que j'ai complètement loupé mon coup. Et vous êtes les bienvenus pour les questions, s'il y en a, et puis on va pouvoir aller boire un petit coup là-bas. C'est prêt? Ouais. Ouais, si vous pouvez prendre 30 secondes pour dire à quel point c'était nul, s'il vous plaît, ce sera intéressant. C'est pas un rickroll, non. Et si vous avez des questions, je suis preneur. Hein. Autour des chips, on peut faire ça à côté, ouais. Si vous avez des questions vis-à-vis du talk, vis-à-vis de ce qu'on a pu voir là, n'hésitez pas.